Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Clément. Salut Clément. Salut Raphaël. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de tout ce qui est additif, un sujet, je pense, assez tendance, que beaucoup de personnes se parlent de plus en plus. Et du coup, avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Je suis Clément Noblet. Je suis diététicien et je suis un peu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où j'ai sous le pseudo Clément underscore N diététicien. Et c'est là où j'ai publié pas mal de choses, notamment sur les additifs. Et c'est pour Ouais, ça que je suis ici. c'est ça. Et la première question très simple, on va commencer tranquille le sujet, c'est est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'un additif? Ouais, donc un additif, ça peut être pas mal de choses en fait. C'est un produit qu'on va rajouter intentionnellement dans un aliment et souvent des aliments transformés ou ultra transformés et ça dans un but technologique. Ça peut être améliorer la conservation de l'aliment, changer les propriétés organoleptiques, améliorer la saveur par exemple avec l'utilisation d'édulcorants intenses euh, du Maggi, par exemple. Enfin, le Maggi, dedans, il y a le glutamate de sodium, tu vois. Ouais, Le E621. Et après, ouais, ça peut être des antioxydants, ça peut être des additifs qui vont être là pour des agents de texture, comme les carragénanes. Après, il y a des correcteurs d'acidité, par exemple l'acide citrique ou les choses comme ça. ok. C'est vraiment dans un but technologique et ça peut améliorer la conservation, changer les propriétés de l'aliment, changer les textures et tout ça pour plaire aux consommateurs ou parfois réduction des coûts aussi pour industriels. Ok. Et justement, donc là, t'en as parlé vite fait, enfin, t'as cité le nom, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui, des fois, enfin, en tout cas, moi, je l'ai remarqué, qui hésitent ou qui savent pas trop la différence entre les édulcorants et les additifs. Du coup, est-ce qu'il y en a une? Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Les édulcorants font partie des additifs. C'est sous l'appellation E400 et quelques pour les polyols. Ouais, Et pour les édulcorants intenses, les édulcorants de synthèse, c'est les E950. Donc il y a E951, E958, E956, je crois. Enfin, tout ça, ça correspond au cyclamate, à l'aspartame, au sucralose, à ces édulcorants-là. À ces sulfame K aussi. Il y en a d'autres qui sont un peu moins connus, un peu moins utilisés, comme le néotam ou des édulcorants comme ça. ok. Mais ouais, ça fait partie des additifs. Il faut savoir que les additifs, c'est quand même réglementé. Il y a une directive, enfin un règlement européen, le numéro 1333 de 2008, qui régit la réglementation sur les additifs et donc leur utilisation. Et pour ça, il faut démontrer que les additifs aux doses utilisées par les industriels ne vont pas poser problème de santé, que c'est bien dans un but technologique, qu'il n'y a pas d'autres molécules qui puissent remplacer ces additifs pour faire la même chose. Hmm. Il y a aussi une autre chose, mais je sais plus trop ce que c'est, mais ouais, en gros, c'est quand même bien réglementé pour préserver la santé des consommateurs. Et en Europe, on est très très Strict. dur, Ouais. strict vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la santé du consommateur. C'est pas comme aux États-Unis ou dans d'autres pays où là, c'est un peu plus light. Ok. Et justement, maintenant que tu as parlé un petit peu de ça, je sais qu'il y a des personnes justement qui sont très sceptiques sur le sujet des additifs, qui disent qu'il faut tous les éviter, etc. Est-ce que tu pourrais nous citer le top 3 selon toi, des fausses croyances qu'il y a sur les additifs? Et est-ce que tu as une idée d'où est-ce qu'elles viennent principalement, ces fausses croyances? Alors, d'où viennent ces fausses croyances? Je pense que c'est un peu le même principe d'où viennent les charlatans sur Instagram ou les réseaux sociaux, tu vois. Ouais, C'est le principe, c'est tu vois, on va regarder les études, on va voir
ce qui se dit, on va un peu dire tout l'inverse de ce qui est mentionné dans les études. Hmm. Euh, on va prendre aussi des études sur les animaux. On va faire abstraction des études humaines et ce qu'il y a eu comme résultat. Et donc souvent, ils vont prendre, les médias peuvent contribuer aussi à ça. Ils vont prendre des études toxicologiques, par exemple sur les animaux, où on va avoir des effets très marqués sur certaines pathologies qui vont apparaître ou des choses comme ça. Mais c'est à des doses qui sont des fois faramineuses, des fois il y a des problèmes méthodologiques Ouais. euh, dans les études, ce qui peut conduire à une interprétation pas exacte de ce qui se passe réellement pour les humains, tu vois. Ok. C'est un peu ça. Et donc, c'est un peu sensationnel si on va dire que, tiens, tel additif va te donner un cancer à telle dose, machin. On va tout de suite faire le relais parce que c'est quand même quelque chose qui paraît important parce qu'on est tous en train de manger, on est tous des consommateurs Hmm. et on se soucie tous de sa santé. Et donc, on va tout de suite un peu prendre peur et on va relayer l'information et on va se dire, bon, bah, il faut faire attention parce qu'on n'a pas envie d'être malade, quoi. C'est un peu le principe, quoi, Ouais. vu qu'on est tous soucieux de sa santé. Mais le problème, c'est que souvent, c'est loin de la réalité et pas aux doses qu'on consomme. Hmm. Moi, c'est pris aux C'est... extrêmes souvent. Ouais, ouais, bah, c'est souvent ça, quoi. On prend vraiment les doses. Si on prenait celles que les animaux peuvent consommer, par exemple pour des édulcorants, il faudrait, je pense au coca ou autre. Il y a un Instagrammeur, David Fit, là, Ouais, je vois. nutrition, là, qui relayait ça, par exemple sur le E150, le caramel, Hmm. donc qui pourrait être potentiellement cancérigène. Oui, bah, c'est exactement le cas. Ça a été vu sur un type de souris qui sont prédisposés déjà à avoir un cancer. Et la dose qu'il faudrait consommer pour nous humains, qu'on retrouve par exemple dans le coca, bah, c'est du 165 litres de coca par jour pendant des dizaines d'années pour avoir potentiellement un cancer à cause de cette molécule-là. Ouais, Donc ok. la molécule, c'est le THI en abrégé et c'est issu c'est un sous-produit du caramel, mais nous, on risque pas vraiment d'avoir ce problème, sauf si on consomme ces quantités-là. Mais si on consomme ces quantités-là, en fait, on va mourir bien avant d'une autre chose, quoi. Ouais. Donc, c'est tout le paradoxe de prendre des études sur les animaux, d'en faire une généralité et d'extrapoler ça sur les humains, sur des quantités qui sont beaucoup moins importantes. En fait, on ignore certaines données et on met juste en avant ce qui nous intéresse et ce qui peut faire du buzz et ce qui peut promouvoir aussi notre visibilité, notamment sur le réseau. Il y en a Hmm. beaucoup qui font ça, quoi. Ouais. Et du coup, pour toi, les fausses croyances, c'est. Donc là, t'as parlé de. Ouais, ça favorise le cancer. Ça, je sais que j'en entends aussi beaucoup parler. Est-ce que pour toi, il y a, on va dire, d'autres phrases qu'on voit souvent sur les réseaux ça peut parler aux personnes, on va dire, ou. Ouais, bah, les additifs, de toute façon, c'est associé à des molécules synthétiques et donc ce qui est fait de la main de l'homme, c'est pas Ah oui. naturel. Et si c'est pas naturel, bon, il y a des chances que ce soit pas bon pour notre santé, quoi. Ce Hmm. qui est un peu, j'ai envie de dire stupide, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Il y a des molécules qui sont naturelles et qui sont tout aussi dangereuses. Ouais. Et des molécules qu'on retrouve dans des fruits ou dans des légumes qui sont très dangereuses, mais aux quantités consommées ne vont pas poser problème. Par exemple, dans la poire, on va retrouver du formaldéhyde. Le formaldéhyde, c'est un cancérigène avéré. C'est vraiment, on sait que c'est un produit cancérigène, que les personnes qui travaillent et qui sont en contact avec du formaldéhyde doivent mettre des équipements de protection. Nous, on est là, on mange une poire, on n'a pas d'équipement de protection, on va même l'ingérer, ce formaldéhyde, et pourtant on va pas avoir de problème. Hmm. Et c'est la même chose, quand on consomme du vinaigre, le sous-produit qu'il va y avoir, on va pouvoir faire du formaldéhyde dans notre corps. Il y a une petite quantité qu'on va en fabriquer, mais qui n'est pas un problème. Ok. Donc c'est ça l'effet de la dose, et c'est la dose qui fait
le poison pour tous les additifs, quoi. Ok. Après, il y aurait peut-être des subtilités sur les perturbateurs endocriniens, mais ça ne concerne pas vraiment les additifs, là. Ok. Et justement, tu viens de parler donc de la dose bah, qui fait le poison, cette fameuse phrase. Mais est-ce que, même si on prend en compte les doses, donc là, on peut quand même considérer que certains additifs sont dangereux, c'est-à-dire que même s'il y a une dose à ne pas dépasser, cette dose-là peut être très vite atteinte par rapport à ce qu'on met dans les aliments ou pas? Ou est-ce qu'ils sont tous plutôt sains? Il faut pas trop se poser de problème. Alors, c'est aussi comment on procède pour ne pas prendre de risques. Parce que les études toxicologiques sont faites sur les animaux Hmm, et pas sur les humains. Ce qu'on va observer, par exemple, avec les additifs, c'est vis-à-vis des études épidémiologiques, comme la cohorte, la Nutrinet, qu'on a pu voir récemment avec les édulcorants. Là où on avait vu que potentiellement ça pourrait augmenter le risque de cancer et de maladies cardiovasculaires. C'est ce qui est ressorti récemment avec cette cohorte-là et les études qui sont sorties ouais, cette année, mars et septembre, je crois. Mais le reste, c'est les études toxicologiques sont faites sur les animaux. Donc, pour ne pas prendre de risques, bah, faut se dire que les humains et les animaux, c'est pas exactement pareil. ouais, Donc, pas le même métabolisme. Et on souhaite quand même prendre soin de la santé des consommateurs. Donc, pas se dire, bon, on va être assez light, on va pas mettre trop en dessous de ce qu'ils ont eu comme problème les animaux. Donc, dessus, ce qu'ils vont faire, c'est comment créer la dose journalière admissible, donc c'est la DJA. ok, Donc, pour ça, ils vont se baser sur les études toxicologiques, et dans ces études toxicologiques, il y a des choses qu'on va chercher à observer. C'est la NOAEL, donc c'est la plus petite dose euh, où on n'observe pas d'effet nocif. Enfin non, c'est plutôt la dose sans effet nocif observable. Et l'OAL, où c'est la plus petite dose qu'on va administrer et où on va voir des effets indésirables. ok, Enfin, c'est à partir de quel seuil, quoi. On va observer des effets indésirables au plus petit niveau, quoi. Donc, entre ces deux gaps, c'est assez proche. Et donc, la Noël, bah, c'est la dose maximum qu'on peut donner sans effet nocif observable. Et on va la prendre. Et dessus, on va mettre des facteurs de sécurité. ok, Donc, les facteurs de sécurité vont être par 10 ou par 100, ça dépend. Mais on va diviser ça par 10 ou par 100. ouais, Donc, c'est comme ça qu'on va obtenir la dose journalière admissible. Et après, dans les produits, bah, tu as la quantité maximale que tu peux mettre dedans. Et ça va être divisé encore, là, c'est la DGA divisé par 10 ou par 100. Parce que vu que tu vas consommer plusieurs produits hmm, qui peuvent avoir les mêmes additifs, et bah, il ne faut pas que, au cumulé, tu dépasses la dose journalière admissible. Donc, tu as la concentration maximale et c'est comme ça qu'on obtient la quantité que tu retrouves dans les aliments. ok. Donc, tu peux consommer plusieurs aliments qui ont les mêmes additifs et généralement, tu seras toujours en dessous de la dose journalière admissible parce qu'il y a eu ces facteurs de sécurité qui ont été pris en compte. Ok, donc du coup pour toi, pour que ça soit bien clair, on va dire dans la tête des gens, c'est il n'y a pas, encore une fois, tout est une question de dose et il n'y a pas vraiment de bons et de mauvais additifs. S'il y a quand même des additifs qui sont à éviter, Ok, comme les nitrites, ouais, nitrite de sodium, nitrite de potassium qu'on peut retrouver dans les viandes, euh, qui en fait en soi ils sont pas vraiment un problème, mais c'est qu'ils sont ajoutés dans les viandes et c'est l'interaction entre les protéines, le fer, qui vont créer des nitrosamines. Et ces nitrosamines sont cancérigènes. ok, Et c'est un problème. Donc c'est pour ça que si on consomme environ deux tranches de jambon par jour, ouais, on augmente les risques de cancer colorectal, quoi. ok.
Et est-ce que par exemple, pour cet exemple des nitrites-là, il y a, selon les produits, selon les marques, il y a on va dire un autre additif qui est utilisé pour un peu substituer les nitrites, ou c'est tout le temps les nitrites qui sont utilisés souvent? Bah, maintenant, on peut observer dans les magasins qu'il y a des jambons sans nitrite. Ouais, Et en fait, ces jambons sans nitrite, comment faire pour éviter les problèmes liés? Parce qu'en fait, les nitrites, c'est un moyen de protéger l'aliment et d'augmenter sa durée de conservation. Donc, ça inhibe la croissance de bactéries comme Listeria, des Pseudomonas et le Clostridium, ok, qui produit une toxine qui est la plus mortelle pour l'homme, quoi. Donc, il faut vraiment une très petite quantité pour que on ait de gros soucis. ok, Et en fait, les nitrites, à la base, bah, c'était pour éviter ces problèmes-là. Mais vu qu'on a observé que ça augmente aussi le risque de cancer, bah, c'est quand même intéressant de pouvoir s'en débarrasser, sachant que depuis l'instauration des nitrites dans les viandes, ça date des années 1900. En tant qu'additif, avant, il y avait tout ce qui était salpêtre ou autre. ouais, Mais l'additif nitrite, c'est années 1920, 30, dans ces eaux-là. Euh, Bah, depuis les normes sanitaires, l'évolution dans les entreprises, dans l'industrie agroalimentaire, c'est quand même beaucoup plus strict, même si on peut voir encore certains scandales, euh, comme l'affaire des pizzas, ouais, où là, on pouvait voir que les locaux, c'était quand même pas terrible, mais c'est toujours un peu l'exception qui est mise en avant et que la plupart sont quand même sur des normes très très et ils les appliquent, les normes sont quand même très sécuritaires et elles sont appliquées, mais il y a toujours des exceptions dans les endroits. Sauf qu'on les entend plus que les autres où tout se passe bien. ouais, c'est ça. Et donc, ouais, ils ont décidé de se débarrasser des nitrites. Et pour ça, ils remplacent par des plantes aromatiques euh, comme la muscade, romarin, clou de girofle. Et tu peux rajouter aussi la vitamine C. Et en fait, ces produits-là ensemble ont un effet à peu près Similaire. similaire aux nitrites, Ok, avec une action un peu moins forte, mais euh, c'est sur la croissance des bactéries ou autres, c'est très similaire. Mais ok, la durée de conservation du produit sera un peu moins importante. ok. Et donc du coup, est-ce que, enfin peut-être t'as d'autres noms, mais à part les nitrites, est-ce que tu penses à peut-être deux ou trois autres additifs où il faut vraiment être vigilant dessus ou pas? Il y a des doutes sur, par exemple, le CMC, c'est carboxyméthylcellulose, sur tout ce qui serait microbiote et inflammation de l'intestin. Ok, Mais après, ça a été testé sur des humains, mais à des quantités qui étaient aussi importantes. C'était en grammes dans la journée. Je crois que c'était autour des 10-15 grammes. ok, Et donc, on voyait une augmentation de l'inflammation au niveau des intestins, une perturbation du microbiote, c'est les personnes saines. Mais est-ce que c'est vraiment représentatif de ce qu'on peut consommer de manière quotidienne dans les produits de cet additif? Je suis pas tellement sûr. parce qu'on en trouve dans quoi souvent celui-là? Euh, les wraps, tu peux en Ah trouver ok, dedans. ok, C'est quoi Del Paso, ouais, je crois que tu peux en trouver dedans. J'ai un doute, mais dans les wraps, on peut en retrouver. C'est le E481, je crois. Attends, je vais vérifier. Mais je crois que c'est ça, hein. C'est euh, bah, après c'est vrai que 10-15 grammes ça paraît non, énorme c'est pas quoi, ça. en tant qu'additif. Ah, c'est E466, c'est ça, je crois. Ouais, E466, carboxyméthylcellulose. Ok, Donc ouais, bah, c'est en grammes, donc oui, c'est pas vraiment représentatif de ce qu'on peut consommer dans les aliments, mais il y a cet additif-là qui pourrait poser problème. Il y a le polysorbate 80, t'as les colorants, les colorants qui pourraient augmenter, enfin avoir des effets indésirables sur l'activité des enfants. ok, Euh, t'as quoi? Il y a des doutes sur peut-être le BHT.
Euh, c'est une sorte ça ressemble un peu aux mêmes actions que la vitamine E, mais il y en a qui considèrent que ça pourrait un peu avoir des effets similaires aux œstrogènes. Et donc, dans ces cas-là, pas forcément très très bien à consommer. Ouais. Hmm. Il y a quoi d'autre? Euh, Globalement, il n'y en a pas tellement qui sont vraiment une source d'inquiétude pour les additifs, hein. Mais ouais, c'est surtout nitrites qui sont pas terribles, polysorbate 80, carboxyméthylcellulose, les colorants. C'est déjà pas mal quand même. Ouais, c'est déjà pas mal. Après, il y avait eu le dioxyde de titane, mais ça a été retiré. Ouais, Ouais, t'as tout ce qui pourrait être lié aux nanoparticules, bah, comme le dioxyde de titane. Mais en même temps, en fait, c'est juste que l'EFSA, quand on a fait son évaluation, ils n'étaient pas en mesure de dire si ça pouvait provoquer un cancer ou un problème au niveau du système immunitaire. Et dans le doute, bah, ils ont préféré dire que c'était plutôt à éviter. Et le Parlement européen, enfin le comité qui légifère sur l'autorisation des additifs, a préféré l'exclure. ok. Mais ouais, il y a un gros doute qui subsiste sur les dioxydes de titane, de ce que j'ai regardé. C'est est-ce qu'il y a vraiment des nanoparticules dans la version additive de dioxyde de titane? Donc pas tout le temps. Généralement, les molécules sont trop grosses pour que ce soit des nanoparticules, mais dans les versions qui seraient plus médicamenteuses, plutôt des nanoparticules. En fait, c'est ce doute qui subsiste. Est-ce qu'il y a des nanoparticules? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que ça peut avoir des pathologies? Enfin, ça peut amener à des pathologies comme le cancer? Peut-être, peut-être pas. Bah, dans le doute, l'Europe a préféré virer le dioxyde de titane. Ouais, Le dioxyde de titane, bah, tu le retrouves encore aux États-Unis et il n'y a pas vraiment trop de débat là-bas. ok. Et justement, maintenant que tu en as listé un petit peu des additifs, il faut être plus vigilant. Est-ce que, parce que ça c'est quelque chose, enfin je pense que tu vois beaucoup sur les réseaux, les fameux aliments sans additifs où il n'y a qu'un ingrédient par rapport à un aliment qui a plein d'ingrédients, etc. Et qu'on dit que moins l'aliment a d'ingrédients et mieux il est bon, enfin plus il est bon pour la santé. Et enfin quel est ton avis dessus? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pourquoi? Ouais, bah c'est en fait depuis qu'il y a eu le livre d'Anthony Fardet, là, Halte aux aliments ultra transformés, Hmm, il y a vraiment une augmentation, et en plus bah, ça a été très mis en avant médiatiquement et on entend de plus en plus parler du danger des aliments ultra transformés. Mhm. Il y a eu sur bah, la cohorte Nutrinet euh, une évaluation de la consommation des aliments ultra transformés et des risques de cancer. ok. Vous voyez que ceux qui consommaient le plus d'aliments ultra transformés, au-dessus de... globalement, tout le monde consomme entre 8 et 12% d'aliments transformés, ultra transformés. Hmm, Et ceux qui rajoutaient 10% augmentaient les risques de cancer de manière assez similaire. Je crois que c'était de 12-14%, enfin je sais plus trop. C'était assez important. ouais, Mais ce qui était intéressant, c'était quoi ce qui était consommé dans les aliments ultra transformés. Et dedans, on pouvait voir que c'était surtout des produits qui étaient riches en glucides et en matières grasses. ok. Donc, tu avais soit des boissons sucrées, riches en additifs, par exemple. Bah, je peux penser au thé, enfin les jus comme ça, Les iced tea, non? ouais, les iced tea. Ouais. Ouais, des boissons un peu comme ça. T'avais des pâtisseries, pas mal de pâtisseries qui étaient dedans ou ce qui était assimilé, donc biscuits, gâteaux, cookies, enfin Hmm, pas mal de produits comme ça. Et après, t'avais tout ce qui était aussi amidon raffiné, je crois. ok. Et globalement, c'était plus de 50%. C'est que des aliments qui sont riches en glucides et en matières grasses et beaucoup de glucides, vraiment. Et c'est, je pense, ça le problème, c'est que on ne fait pas forcément la distinction entre les aliments ultra transformés. Parce que moi, je prends souvent l'exemple du iPro. Hmm, iPro qui a une liste d'ingrédients très longue.
que les gens malhonnêtes disent il y a plus d'additifs que de lait dedans ou autre, enfin, vu la liste des ingrédients. Bon, au final, faut pas oublier que les additifs, bah, c'est réglementé aussi dans la quantité du produit. Ouais, Et ça c'est ne doit très pas petite dépasser quantité, quoi. 2%. Ouais, Hmm. donc ça ne doit pas dépasser 2%. Donc tu peux avoir une liste aussi longue que tu veux. Le produit sera toujours le lait, par exemple dans l'Ipro, sera toujours Ouais, ouais, majoritaire, c'est quoi. sûr. Hmm. Donc c'est assez malhonnête de dire ouais il y a plus de produits chimiques dedans que de produits naturels du lait, alors que on parle juste de la taille de la liste des ingrédients, mais on parle pas de la quantité qu'il y a dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu toujours le même concept que la dose, quoi. Hmm. On va te dire, ouais, ça c'est dangereux, mais on va pas te dire que bah, il faut que tu consommes 165 litres de coca avant d'avoir un problème, tu vois. Ouais. C'est un peu le côté malhonnête. Et dans les pros, bah, là pour en revenir à ça, c'est que c'est un aliment qui est riche en protéines, faible en matières grasses et faible en glucides. Et je pense qu'il faudrait faire une distinction là-dessus entre les produits qui sont riches en glucides et en matières grasses et les produits qui sont riches en protéines, peut-être enrichis en fibres aussi, et, euh, et assez pauvres en matières grasses glucides, parce qu'ils n'ont pas le même effet sur la santé. Hmm. Un va augmenter la satiété. Les personnes qui consomment du Wipro, là, bah, après ça reste anecdotique, tu vois, ils te racontent un peu leur histoire, mais ils reviennent tous à dire que généralement quand les personnes mangent un Wipro, bah, ils ont plus très faim après, ils ont la sensation d'être calés. Ouais. Alors que si tu vas manger cookies, donuts, brioches, je sais pas, des aliments comme ça, tu peux en manger un peu plus. Tu auras la sensation d'être un peu moins calé. Et en termes de calories, bon, bah, ça va pas du tout être comparable. Il y a des chances que tu exploses les calories Ouais, avec c'est ça. ça qu'avec le Wipro. C'est ça. Et pourtant, c'est des aliments ultra transformés, les deux, mais ils vont pas avoir les mêmes effets sur la santé, quoi. Et malheureusement, il y en a très peu qui font la distinction entre ça. Et même dans le livre d'Anthony Fardet, au tout début, dans Halte aux aliments ultra transformés, euh, il prend l'exemple d'un c'est quoi d'un yaourt aux fruits 0% et je crois avec des édulcorants. Ouais. Il sous-entend que c'est pas bien, mais en même temps, il montre que sur la satiété, c'était genre du 4/5. Tu vois, et il veut dire que c'est pas bien, mais en même temps, bah, il peut pas dire que c'est pas bien non plus parce que c'était quand même pas trop mal, tu vois, au niveau de l'effet sur la satiété, au niveau des macronutriments, c'était plutôt bon. Donc, c'est tout ça le paradoxe. Mais après, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que c'est devenu un peu extrême, cette partie de matrice et d'ultra transformation qui surpasse tout, même les calories, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'au final, souvent les problèmes qui peuvent être constatés, ça peut être lié à l'augmentation du poids et de la graisse corporelle, et notamment intra-abdominale. Hmm. Donc si tu as ça qui augmente, généralement tu as des chances d'augmenter de nombreux... Maladie, ouais. Enfin, ouais, tu augmentes tes risques de nombreuses maladies, quoi. Ok. Et justement, maintenant qu'on a parlé un peu de ce sujet-là, je pense que c'est pas mal lié. Et souvent, tu vois, les personnes sur les réseaux, il y en a, ils disent ouais, lisez les étiquettes, faites attention à la liste des ingrédients, etc. Et quand on sait un petit peu, enfin, on est conscient des additifs et de tout ce qu'on a parlé, est-ce que on va dire, cette astuce-là, elle est encore pertinente, c'est-à-dire lire les étiquettes, c'est encore pertinent, ou est-ce que ça l'est beaucoup moins? C'est quoi ton avis? Bah, euh, ça va dépendre de ton niveau de connaissance. Euh, c'est pertinent, je trouve que c'est toujours intéressant et pertinent de lire les étiquettes. Bon, c'est une perte de temps. Ouais. Ça prend vraiment beaucoup de temps de le Bah, si faire. tu Moi, fais tout j'aime le bien le rayon, faire. Mais ouais, c'est infernal, ça prend un temps fou. Et au final, vu l'évolution des industriels de l'agroalimentaire qui essayent de s'adapter aux demandes des clients, donc moins d'additifs, hmm, on retrouve
de plus en plus d'aliments qui ont beaucoup moins d'additifs. Il y en a qui ont même la mention sans additifs, parce que les industriels ont bien compris que les gens n'en voulaient plus, surtout depuis l'avènement de la hantise des aliments ultra transformés. Donc, ils essaient de virer les additifs, ils essaient d'avoir une compo assez clean pour euh, plaire aux consommateurs, rentrer dans le Nutri-Score, avoir un bon Nutri-Score pour ceux qui Ouais, la posent. Et tout ça, ça fait que c'est moins pertinent, j'ai envie de dire, de regarder la liste des ingrédients. Et moi, personnellement, si j'ai pas le temps, je me fie au Nutri-Score. hmm, Et globalement, un bon Nutri-Score A ou B, généralement, la composition est très très correcte derrière. Et j'ai jamais été déçu de prendre un Nutri-Score A ou B, quoi. ok. Donc moi, je me fierais plutôt, euh, pour la plupart des personnes, je vais recommander, ou quasi-totalité, de suivre le Nutri-Score. Hmm, Et ceux qui ont un peu des connaissances, mais des connaissances acquises auprès des bonnes personnes ou des bons endroits, des bonnes formations, pourquoi pas lire les étiquettes, quoi. ok, Mais sachant que ça va pas changer beaucoup. tellement les choses, quoi. Ça va pas porter beaucoup de choses. Donc Sophie au Nutri-Score me reste certainement la meilleure des choses à faire pour choisir ses aliments, s'il y a un Nutri-Score dessus. Ok. Et du coup, j'avais une dernière question à te poser. C'était, est-ce que tu avais un top 3, on va dire, de conseils à donner à une personne qui, bon, comme tout le monde, essaye d'améliorer sa santé, mais là, la personne est vraiment motivée pour, et on va dire, s'interroge un peu sur les additifs ou pas. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, que ce soit pour le choix des aliments, la consommation, les doses, etc. Vis-à-vis des aliments avec des additifs. Ouais, après, on en a déjà parlé, mais tu vois, par exemple, est-ce que t'as pas un conseil en mode, ouais, un aliment, tu vois, par exemple, comme le Ipro, des choses comme ça, est-ce que t'as pas un conseil du style, limite-toi, enfin, encore une fois, c'est individuel, mais limite-toi à temps par jour quand même pour être raisonnable, ou est-ce que t'as des choses comme ça à donner, ou pas du tout? Euh, non, pas vraiment. Je dirais de toute façon d'éviter plutôt les aliments qui ont une dominante riche en glucides et riche en lipides. Ouais, comme on a parlé. Ouais, parce que eux sont hyper potalables. Donc on a une grande envie d'en consommer et c'est Hmm, difficile de s'arrêter. Ça, c'est plutôt le genre de choses à éviter. Mais après, ça peut même être des aliments naturels. Moi, je sais que j'ai une grande difficulté me calmer, à m'arrêter quand je consomme des noix de cajou ou des pistaches cacahuètes. ah ouais, Il suffit qu'elles soient un peu salées. Ça, c'est un peu mon point faible et je peux en consommer de manière quasi infinie, quoi. Un paquet de 150 grammes, je peux le manger très très facilement, tu vois. Donc ça peut être des aliments qui sont tout à fait naturels et sans additifs, qui peuvent aussi être à donner ce sentiment et cette hyperpalatabilité en fonction des personnes. ouais, Donc ça, ouais, c'est une des choses auxquelles je ferai attention, mais vis-à-vis des additifs, globalement, vu que l'Europe est très très sécuritaire, je m'inquiéterais assez peu de la consommation de ces additifs. Bon, il y en a qui ont des inquiétudes bon, c'est vrai qu'il faut faire attention pour les édulcorants de synthèse comme l'aspartame, le sucralose et tout. Oui, pourquoi pas. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas d'obligation à consommer, mais il n'y a pas d'obligation à se restreindre dessus. ouais, On pourrait avoir peur vu ce qui avait été annoncé par l'étude Nutrinet sur le risque de cancer, l'augmentation du cancer ou de maladies cardiovasculaires. Mais c'est des risques relatifs. Euh, c'est euh, c'est pas si élevé que ça, c'est quoi? C'est 13%, mais globalement sur l'échelle de la population évaluée, ça ferait peut-être sur 10 000 personnes, ça fait 5 à 6 cas de cancer qui seraient ok. évitables. Donc après, sur des millions, c'est quand même conséquent, ça peut vite être conséquent. Après, tu vois, Mais ça dépend des habitudes à côté, etc. Enfin, encore une fois.
Bah, c'est ça, c'est que après ça ne dit pas que c'est causal, ça ne dit pas que les édulcorants étaient responsables de cette Ouais, augmentation. Il y a peut-être d'autres choses qui n'ont pas été évaluées, pas été pris en compte, qui ont augmenté ce risque. c'est ça. Et les études d'intervention ne montrent pas ça. Donc c'est toute la difficulté, sachant qu'aussi d'autres études épidémiologiques, mais qui s'arrêtaient tout le temps sur la consommation de boissons avec additifs, édulcorants de synthèse, ne voyaient pas non plus ce problème. Et dans cette même cohorte, quand ça a été fait juste sur les boissons, bah, il n'y avait pas ce problème. Il n'y avait pas d'augmentation du risque de cancer. Mais par contre, dans les boissons sucrées, là, si tu prenais un Coca zéro vs un Coca normal, Ouais, bah, le Coca normal, lui, avait cette capacité de le faire, d'augmenter le risque de cancer. ok. Et c'était la même chose aussi avec les jus de fruits, qui eux sont naturels. Ouais, Mais parce que ça peut être lié aussi à l'augmentation du poids, de la graisse intra-abdominale, et tout ça qui peut augmenter le risque de pathologie. ok. Bah écoute, Donc, si t'avais pas d'autres ouais. choses à rajouter, je sais pas si t'avais peut-être un petite remarque ou quoi à ajouter pour finir ou pas. Sur les additifs, bah, faut faire attention, je pense, quand on suit des personnes et qui vous disent d'éviter tel aliment pour X raisons, souvent liées aux additifs. Demander à ces personnes quel est cet additif, pourquoi il faut l'éviter et à quelle dose il est problématique. Et est-ce qu'on retrouve ça dans cet aliment et est-ce que nous, on est exposé à ça? Ouais. Parce qu'au final, on en revient toujours à la question de dose. Et effectivement, peut-être qu'il y a une étude qui a montré que cet additif va vous donner un cancer ou va contribuer à augmenter vos risques de chances d'avoir un diabète ou je ne sais pas. Peu importe, mais un truc assez sensationnel. Bah, on va pas vous dire que ça a été fait sur des souris à des doses qui sont de l'ordre du gramme par kilo de poids de corps. Hmm. Alors que dans l'aliment que vous allez consommer, c'est de l'ordre du milligramme dedans, et donc même si vous en consommez 100 fois ça, vous n'obtiendrez même pas la dose équivalente à celle de l'animal. Ouais. C'est, je pense, ça qu'il faut faire attention. Il faut demander à ces personnes vraiment quelle est la dose, quel est l'additif, est-ce que nous on est exposé à ça. Et pas se dire, ouais, il a 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, et il se dit expert, il a fait des études en nutrition, bah, peut-être qu'il raconte des conneries quand même, hein, ça n'empêche pas, Hmm. tu vois. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours demander des faits, pas s'arrêter aux bonnes paroles de la personne, et même moi, hein, faut pas me croire sur parole et demandez-moi des faits, quoi. Des preuves de ce que je dis. Ouais, c'est ça, faut pas juste tout de suite se dire que c'est vrai parce qu'on voit, tu vois, qu'il y a marqué les études dans le poste, un truc comme ça. Faut toujours essayer d'aller plus loin et de poser les questions directement, tu vois, quand il faut. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est ça, faut pas s'arrêter. En plus, le problème, c'est qu'on peut mentionner des études, mais des fois, ça peut être un peu. Parce que la plupart des personnes vont pas aller vérifier les études, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, tu pourrais choisir une étude, tu la mets là, tu fais, ouais, ok, cette étude a montré ça, que voilà, si le titre de l'étude correspond à peu près à ce que tu as dit et Ouais, l'abstract, les gens vont s'arrêter là-dessus. Et c'est aussi ça un problème. Donc, il faut aussi se méfier quand on voit des études mentionnées et aller checker un peu. Déjà, regarder si c'est fait sur des humains ou sur des animaux. Et ensuite, essayer de poser des questions sur cette étude, quoi. Parce que c'est la ça. personne, normalement, là, a lu cette étude. C'est ça. Bah écoute, Donc, bah merci Clément en tout cas d'avoir répondu à toutes les questions. ouais, C'était avec très plaisir. intéressant. Et puis bah Donc, désolé, ouais, vas-y. j'avais un peu la gorge prise. Je viens juste de. Je suis un peu encore malade, donc un peu de difficulté Ouais, non, à mais c'est pas parler. grave. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui est malade en ce moment, genre Ouais, vraiment. ouais. Mais bah du coup, je mettrai tous les liens de tes réseaux dans la description, comme ça les gens ils pourront aller voir ton Instagram, etc. Tout ce que tu proposes. Et puis bah merci en tout cas à tous d'avoir écouté jusqu'au bout et on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.